Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce Café des libraires où se déroulent de très très belles rencontres qui sont menées par un libraire différent sur chacun des plateaux. Alors comme on me le demandait tout à l'heure, je vais redire que je m'appelle Maët Chantrel, que je suis absolument pas libraire, je suis cofondatrice d'un autre festival qui s'appelle Étonnant Voyageur, qui se déroule à Saint-Malo et qui est un peu l'aîné du festival America, puisque nous, il existe depuis 32 ans. Et on a plein de liens communs parce que Francis Geffard, le créateur du festival America, était avec nous dès les débuts du festival Étonnant Voyageur. Voilà, ceci dit, il est beaucoup plus intéressant pour moi de vous présenter le libraire qui va animer cette rencontre, Stanislas Rigaud, que je suis contente de retrouver. Stanislas est déjà venu, je crois, depuis qu'on a créé le Café des libraires. Il est responsable de la librairie Lamartine dans le 16e. C'est donc un grand habitué. Il a l'air très content de la rentrée littéraire. Je l'ai entendu dire sur Europe 1 qu'il la trouvait très très bien, donc dont acte. C'est un plateau qui réunit plusieurs auteurs, comme à chaque fois, et nous allons commencer. Je vous présente, enfin, dois-je vous le présenter? Mais oui, bien sûr, quand même. Jonathan Franzen, qui vit à Santa Cruz maintenant, alors qu'il est né dans l'Illinois. Il a vécu aussi à New York. Voilà, il vit donc en Californie. Il y a une très belle interview, si vous voulez en savoir plus pour lui, dans le catalogue. Vous allez tout apprendre de lui en lisant cette interview réalisée par Télérama. Jonathan Franzen a écrit de nombreux livres, plusieurs livres, donc je vais citer La 27e ville, Les corrections, le Phénix, oh là là, j'ai tellement mal écrit que je n'arrive plus à me relire. Enfin, il a obtenu le National Book Award, il est considéré comme l'un des plus grands écrivains pour le XXe siècle, l'un des 20 écrivains les plus importants pour le XXe siècle. Il sera interprété par Michel Zotowski. Un traducteur dont tout le monde connaît, l'interprète dont tout le monde connaît la voix, je pense, et Jonathan Franzen, qui écrit aussi des essais sur des choses qui sont importantes pour lui, sur des écrivains qu'il aime, mais aussi sur des choses sur l'environnement, sur des sujets qui le préoccupent. Et là, il va nous parler de son dernier livre qui s'intitule Crossroads, paru aux éditions L'Olivier en septembre 2022, qui est traduit par Olivier de Paris. Et donc Crossroads, ça peut être traduit comme Carrefour. Moi, dans ma tête, je le traduisais plutôt comme chemin de croix. Mais bon. Alors, Kathleen Alcott, qui est à côté d'Eddie Harris, est née on s'en fiche à quelle date, en Californie. Elle est l'autrice de 3 romans. Elle a aussi écrit des nouvelles et des essais. Elle est interprétée sur ce plateau par Arnaud Prêtre, qui vient de Bruxelles fidèlement pour participer au Festival America. Et comme tous les interprètes sur ce plateau, il vient bénévolement. Kathleen Alcott a enseigné à l'Université de Columbia. Elle est publiée pour la première fois en France et son livre s'intitule « L'autre découverte de l'Amérique », paru chez Stock en janvier 2022 et traduit par Christine Laferrière. Et puis Eddie Harris, qui se traduit tout seul, c'est bien pratique, est né à Indianapolis. Il a fait ses études à Stanford University. Et donc, il a sorti plusieurs livres. J'aime bien la définition, je crois qu'il se définit lui-même comme un écrivain, un flâneur, un pitre, un voyageur, et il dit que être noir n'est qu'une de ses facettes. Pas mal comme définition.
Il a publié ici, depuis qu'il est installé en France, puisqu'il s'est installé chez nous, hein, il a publié Harlem, Jupiter et moi, Paris en noir et black. Son premier livre s'intitulait Mississippi Solo. Il a été salué par la critique. Et celui dont on va parler aujourd'hui s'intitule Mississippi dans la peau. Alors on se dit, il y a sûrement une relation entre les deux. Donc c'est Liana Levy qui l'édite. Celui-ci est sorti en septembre 21 et il est traduit par Pascal-Marie Deschamps. Eh bien voilà, moi je vous ai tout dit, je remballe mes petites affaires et je laisse la main à Stanislas. Merci Mérite. Alors bonjour à toutes et à tous. Je voulais commencer d'abord par remercier Pascal, par remercier Francis qui ont fait que cette année le festival a pu reprendre et de quelle manière. Et je suis toujours tellement heureux de pouvoir participer à la Team America que voilà, j'ai une pensée pour eux ce matin qui doivent commencer à se dire ça y est bon, on a gagné et on y retourne dans 2 ans et on sera là aussi. Alors j'ai la chance ce matin de commencer la journée avec 3 grands écrivains américains dont les 3 livres vont traiter, et peut-être même l'œuvre, traite de l'Amérique, l'histoire américaine. Alors, le point commun que pourraient avoir ces 3 écrivains, hormis le talent, c'est leur manière d'aborder l'histoire américaine qui n'utilise jamais les codes ni du roman historique, ni du roman de société, et encore moins du roman dit national. Et c'est dans cette approche extrêmement originale, extrêmement forte, avec 3 personnalités très marquées, qu'on va plonger dans cette fameuse histoire qui nous fascine toujours autant. Alors on va commencer avec Kathleen Alcott, donc, qui vient de publier L'autre découverte de l'Amérique aux éditions Stock. C'est son 3e roman, mais c'est la première traduction en France. Alors nous partons donc en Californie, on va partir au fin fond du désert de Mojave, alors je ne sais pas trop comment on prononce, et dans ce désert de Mojave, nous sommes en 1957, il y a un bar. Dans ce bar, il y a une jeune femme qui s'appelle Faye. Faye est serveuse dans ce bar, qu'elle tient avec sa sœur, Charlie, qui est là avec son cheval Lloyd, cheval qui a de l'importance. Et donc, Faye sert essentiellement des pilotes. Pourquoi ? Parce que dans ce désert, à côté du bar, il y a une base aérienne. Et un jour, arrive un pilote. Ce pilote s'appelle Vincent. Et entre Faye et Vincent, une espèce d'étincelle qui va se produire. Cette étincelle qui se produit aurait dû peut-être même les réunir, mais en fait, cette étincelle va les propulser, chacun de leur côté, quasiment aux antipodes, et chacun des 2 personnages va avoir un destin hors norme qui, chacun à sa manière, va nous raconter un des versants de l'histoire américaine. Nous sommes dans les années 50, puis 60, et c'est l'histoire derrière tout cela, de la conquête spatiale, qui va courir le long de ce roman. Pardon. Kathleen, bonjour. I'm so happy to be here. Thank you for having me. Très heureuse d'être là. Ah non, je crois qu'elle a... Je me disais qu'on allait changer de place. Non. Oh, no. I like to be able to hear kind of specifically and not be distracted by what's going on over here. C'est juste pour It's every man for himself here. It's a war. This is a festival about America, so I'm just tipping in. Non, c'est simplement pour pouvoir écouter la voix à ma droite en m'isolant, et donc je me suis dit que c'était chacun pour soi, donc on y va. Alors Kathleen, forcément la première question, c'est qu'au travers du destin de ces 2 personnages, derrière se joue la course à la Lune, l'aventure aérospatiale américaine. Qu'est-ce qui vous a, en tant qu'écrivain, à un moment touché de telle manière à ce que vous vous lanciez dans l'écriture autour de ce mythe américain ? It was this strange confluence of reading and travel where I was. I was on the Ecuadorian Amazon for some 3 or 4 months. And during this time, I was reading about the American space program because I realized it was sort of a lacuna in my understanding of American history. And at the same time, I sprained my ankle backpacking. And so I was just sort of laid up and trapped in my mind and in my body. And in these books that I was reading, which are nationalist without really saying so, I kept coming across these very small sentences, and often they would be in the footnotes describing that when these Apollo astronauts were conducting their goodwill tours, they would be met by dissent. And this happened very often in Latin American countries, which is no surprise given the colonialism and the way that the United States has treated Latin America.
And they also were led by civil rights leaders. Ralph Abernathy protested one of the Apollo missions. But these acts of dissent were kind of lost in the storm of the era, and I wanted to know. Merci Eddie, merci. I've had a lot of coffee. Monsieur Zlotowski. Alors j'ai bu beaucoup de café, donc j'ai du mal. Bon, que s'est-il J'ai passé? bu Rien. beaucoup de café, donc j'ai du mal à marquer la pause. Bref, pour répondre à la question. Donc effectivement, c'est une sorte de confluence ou de rencontre de différentes choses. J'ai commencé par des lectures, mais c'était également un moment où je voyageais. À ce moment-là, je me suis trouvé en Équateur et dans la forêt donc équatorienne, où j'ai passé 3 à 4 mois. Et j'ai commencé donc à lire de la littérature à propos de ces programmes spatiaux, parce que j'avais l'impression de ne pas bien connaître cette partie de l'histoire américaine. Et puis par ailleurs, je me suis foulé la cheville, donc je me suis retrouvé immobilisé avec mon sac à dos et quelque part un peu piégé à la fois dans mes lectures et dans l'espace. Donc, en lisant ces livres, je me suis rendu compte que, sans le dire, ils avaient une approche nationaliste et qu'on rencontrait ici ou là des petites phrases ou des notes de bas de page qui montraient bien quel était ce projet nationaliste. Et par ailleurs, on se rend compte également assez vite que cette conquête de l'espace américaine ne faisait pas l'unanimité, et en particulier en Amérique latine où, en somme, on ne trouvait pas que c'était si formidable que ça. Alors pourquoi? Évidemment à cause de l'histoire de colonialisme de ces pays et aussi du rôle qu'y ont joué les États-Unis. Et par ailleurs, il y a eu également des Américains qui ont protesté contre cette conquête de l'espace, comme par exemple un militant des droits civiques, Ralph Abernathy, qui a organisé une manifestation contre la mission Apollo. Voilà, et donc je me suis un peu perdu dans toutes ces... en fait, je me suis rendu compte que tout cela avait été perdu et que c'était intéressant de retrouver ces témoignages de l'époque. Yes, and so I wanted to sort of imagine backwards to a point where two people who would end up on either side of that conflict might meet each other in a place of emotional blankness and with the potential for emotional destruction. And I'll stop there. Alors cette fois-ci, je serai plus brève. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un retour en arrière et j'ai voulu, par l'imagination, revenir quelques décennies en arrière en imaginant deux personnages dont les trajectoires les conduiraient à être à deux extrémités, mais qui néanmoins se rencontraient, et cette rencontre avait un fort potentiel de destruction. Alors effectivement, bon, vous l'aurez entendu, on est très très loin de l'étoffe des héros. En fait, hein. C'est-à-dire que sur cette quête de l'espace très américaine, très western en fait, c'est pas du tout le propos de Kathleen Alcott là, qui va pourtant nous raconter ça à sa manière avec donc ces deux personnages. Alors le livre s'ouvre. On est un peu, parce que je vous ai dit qu'on partait en 1957, mais le livre s'ouvre un peu plus tard sur une scène d'introduction qui tout de suite va poser en fait l'approche différente de cette histoire, puisque nous allons assister à l'alunissage du premier homme qui donc arrive, le premier Américain à poser les pieds sur la Lune, et ce premier Américain s'appelle Vincent Kahn. Donc la question, c'était bien évidemment pourquoi avoir changé le nom du premier astronaute à avoir atterri effectivement sur la Lune, et qu'est-ce qui se joue dans cette liberté que vous prenez par rapport à la réalité d'une histoire totalement vraie en parallèle? Yeah, the rule that I set for myself was that the power structures in place at the time in American history would be essentially the same. The people at the very top would be the same. But because the Apollo astronauts underwent an extremely rigorous depersonalization that involved, for instance, going into a pitch dark room and being told to come out in 2 hours without the benefit of a clock, then having syringe full after ice water shot into their ear, because no one knew what was going to happen, and because we're a perverse country. And so I didn't actually think that it mattered that it was Neil Armstrong specifically. There would have been someone that my country found who had both the kind of ambition and the gap in themselves that could be filled by how their country wanted to serve them.
Oui, alors effectivement, donc, ce que je voulais, c'était conserver, je me suis fixé une règle pour écrire ce roman en conservant la structure de pouvoir de l'Amérique de l'époque, c'est-à-dire que les dirigeants de l'époque sont bien les dirigeants de l'époque, là, il n'y a aucun écart. En revanche, les astronautes, c'est différent, et on les a soumis à un processus, un programme de dépersonnalisation intense, très rigoureux. Deux exemples, par exemple, on les entraînait en les mettant dans l'obscurité la plus totale et en leur disant de sortir de la pièce précisément 2 heures plus tard, mais sans avoir de montre, bien sûr. Ou encore, par exemple, on leur faisait une injection d'eau froide dans l'oreille. Donc, des choses qui paraissent très bizarres, mais qui en fait s'expliquent par le fait que personne ne savait ce qui allait pouvoir se passer éventuellement lors de la mission. Et puis peut-être aussi parce que c'est un pays un peu sadique. Donc, en fait, si ça n'avait pas été Neil Armstrong, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il y aurait eu un autre homme, une autre personne, qui aurait eu cette ambition et également cette disponibilité pour se mettre entièrement au service du projet du pays et être en quelque sorte rempli par cette mission. And one last thing I'll add is that I think that it's important in any piece of fiction that there is a shift inside the writer's mind of what you know, so that when you come across it as you're writing, there is a kind of surprise. And I think that if I had been loyal to Neil Armstrong's biography, I wouldn't have had that. So there are some tape marks of his life and of other Apollo astronauts whom I interviewed, but it was very important that there were, like dark corners that hadn't been investigated for me in terms of exploring the character. Et j'aimerais encore ajouter quelque chose, c'est que pour tout roman, pour toute fiction, en fait, il me semble qu'il faut qu'il y ait un déplacement, une sorte de décentrement qui permet de libérer un espace où on ne sait pas, où on va découvrir. Donc par exemple, j'aurais pu m'inspirer de la biographie de Neil Armstrong, mais dans ces cas-là, si j'avais collé davantage au caractère historique, il n'y aurait pas eu ce décentrement. Et donc j'ai préféré en fait explorer ces recoins qui étaient une invitation à découvrir d'autres aspects. Alors, avant que vous pensiez qu'on est parti pour un long livre pas de science-fiction, mais un truc un petit peu scientifico-historico, voilà, il faut revenir au fait qu'effectivement, le cœur du livre, ce sont ces deux personnages. Ce sont ces personnages avec cette histoire d'amour qui va s'installer, une histoire d'amour un petit peu brinque-ballante, un petit peu étonnante, mais qui est essentiellement due au fait que les deux personnages, Faye et Vincent, sont eux-mêmes deux personnages extrêmement atypiques. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Yeah, I'm happy to introduce them. I want to say that I'm surprised when people read it as a love story. I think that the Faye character, who's spurned her privilege, as many members of the Weather Underground did, the Weather Underground being the group that I modeled for Faye's radicalism later in her life. I think that she suffers from, the myth of the exceptional woman of Athena, sprung from the head of Zeus. And I think that she is looking for an exchange of power and believes that she can get it from this exceptional and strange and solipsistic pilot who is Vincent. Alors, pour tout vous dire, je suis surprise à chaque fois qu'on me dit que c'est une histoire d'amour. Donc, pour parler de... Des amours, peut-être de désamour. Donc, Faye est donc une jeune femme qui vient d'un milieu privilégié, mais qui tourne le dos à sa famille. Et je me suis inspiré également d'un mouvement militant qui s'appelle Weather Underground, qui m'a permis de décrire la militance radicale de Faye. Quelque part, on pourrait dire que c'est une femme qui souffre d'un complexe d'Athéna. Athéna, donc la déesse sortie toute armée de Zeus, et c'est ce complexe qui l'inspire. Ce qu'elle cherche, en fait, c'est une sorte d'échange de pouvoir, et à cette fin, Vincent est parfait, puisqu'il représente ce pilote qui est à la fois un peu étrange, exceptionnel, un peu solipsiste. Merci beaucoup.
Voilà, ça met l'eau à la bouche pour pouvoir découvrir la suite. Voilà, et dans le livre est servi par une écriture extrêmement forte, extrêmement particulière, avec une espèce de lyrisme un peu contenu et une écriture assez fracturée avec des ellipses, qui effectivement, c'est ce qui est indiqué en quatrième de couverture, peut faire penser par moments à Don DeLillo. Et il y a quelque chose d'extrêmement déstabilisant et d'extrêmement stimulant en tant que lecteur quand vous lisez l'autre découverte de l'Amérique, c'est que vous n'avez jamais beaucoup d'avance sur l'histoire, et ce qu'on vous a dit là, c'est vraiment un tout petit bout de l'histoire. Et le style vous emmène toujours dans des contrées assez inattendues. C'est une vraie grande surprise. Alors on enchaîne avec qui? Alors on va enchaîner avec Eddie Merci. Harris, qui vient donc pour nous parler de Mississippi dans la faux aux éditions Léana Lévy. Alors la conquête spatiale de Eddie, c'est le fleuve, c'est le Mississippi. Le Mississippi. Non, la conquête de mon voyage, c'est moi. Alors, il faut savoir, c'est Eddie Harris et l'offrande au fleuve. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Et donc, Eddie Harris, si vous ne le connaissez pas, a descendu le Mississippi à l'âge de 30 ans. Donc, l'intégralité du Mississippi. Hein. C'est pas je prends ma barque le dimanche après-midi. Non, c'est 4000 km. Et ce trajet, qui est un trajet fondateur pour lui, a donné naissance à son premier livre, Mississippi Solo, qui a été publié en 2020 par les éditions Léana Lévy. 30 ans plus tard, il décide, on va découvrir pourquoi, de reprendre la barque et de redescendre ce Mississippi. Nous sommes à la fin du deuxième mandat de Barack Obama. Les choses ont changé. Eddie Harris a lui-même forcément changé et il reprend ce cheminement. Alors bien évidemment, la première question c'est pourquoi être parti et peut-être est-ce que vous aviez vraiment quitté le Mississippi 30 ans auparavant ? Perplexe. Bon, la Perplexe. raison de le faire 2 fois, c'était parce que je suis un peu cinglé. Est-ce que j'ai quitté le Mississippi il y a 30 ans? Lorsque vous avez fini le premier voyage, est-ce que vous avez vraiment quitté ce Mississippi ou est-ce qu'il est resté avec vous tout au long de ces années en fait ? Ah, le Mississippi est resté bien sûr avec moi. Et moi, je suis parti pour vivre en France après. Et pour découvrir la Seine et la Loire et la Charente, qui, selon François Ier, est l'eau la plus douce du pays. Mais le Mississippi est resté avec moi pendant tout ce temps, mais pas forcément avec un besoin ou une envie de retourner là-bas et refaire le Mississippi. J'ai décidé de le refaire à mi-chemin dans le deuxième mandat d'Obama, pensant qu'il y aurait peut-être une personne qui va exploiter la déception de la présidence d'Obama pour, au lieu de pousser le pays en avant, de reculer le pays. Et je voulais savoir si en refaisant le Mississippi, j'allais voir ou avoir une réception comme la réception que j'ai eu la première fois, qui était formidable. Et je voulais déterminer si les gens étaient en fait leur politique. Parce qu'il y a une façon de vivre la politique, de voter pour une personne sans être vraiment une personne qui... J'habite dans un petit village où tout le monde est absolument excellent avec moi. Mais mon village vote Le Pen. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre leur vie personnelle et leur vie politique. Et je voulais voir s'il y avait un rivage entre leur politique. Parce que c'était la partie du pays qu'on appelle Trump Country. Et je voulais savoir si c'était vraiment Trump Country ou en tant qu'individu, ils vont me traiter différemment. Alors, vous êtes confronté à un premier voyage que vous aviez fait. Est-ce que ça vous a aidé d'avoir fait ce premier voyage ou est-ce que ça a par moments pu un peu vous encombrer ? Non, le premier voyage était un blocage parce que la première fois, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je n'avais aucune expérience dans un canoë. Le Mississippi, c'était un fleuve qui était pratiquement devant mon chez moi. J'ai grandi à Saint-Louis et c'était quelque chose que je voyais sans connaître vraiment les dangers qui existaient. Mais après le premier voyage, j'ai eu peur du Mississippi, beaucoup plus que j'avais avant. Donc le premier voyage se faisait comme un blocage à certains moments, où je savais le danger qui existait à la prochaine courbe dans le fleuve, par exemple,
ou les chiens sauvages, ou les loups, ou les ploucs avec leurs armes qui me menaçaient. Je savais que ça existait sur le fleuve la deuxième fois, mais je ne savais pas avant de faire le premier voyage. Et alors, vous réaffrontez, enfin réaffrontez, c'est pas le mot, parce qu'en fait, le livre est pas du tout, le livre qui est cette descente donc, du Mississippi, est un livre qui est porté par une réflexion effectivement sur l'Amérique, sur plein de sujets abordés, sur l'instant, sur ses rencontres avec les différents personnages, sur la nature. Et alors, vous partez avec, on a l'impression peut-être un petit peu d'inquiétude par rapport à cette histoire de second mandat Obama, le pays qui a changé, tout ça. Or, en même temps, le ton du livre est assez optimiste, en fait. Mais ça, c'est moi, je suis optimiste. Je vis une vie qui est pleine d'amour, qui est pleine de bonnes choses. Et parfois, je me demande pourquoi je suis le récipient de tout le bonheur de la vie. Mais je sais que dans le monde réel, il y a autre chose. Donc si je reste optimiste et j'écris optimiste, je voyais la réalité des choses dans le livre. Et le premier livre, il faut avouer que c'était une Pause. exploration. Une exploration de la personne dans le canoë, qui est moi. Le deuxième voyage, c'était une exploration du pays. Je voulais savoir qui était ou qu'est-ce que c'est ce pays que je traversais maintenant. Alors forcément, le héros, la nature est omniprésente et il y a des magnifiques pages dans le livre autour aussi bien du fleuve que tout ce qu'il y a autour. Et avec, en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert en lisant le livre, le fait que vous dites que le fleuve est plus propre aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Une partie du fleuve, le nord du Mississippi, est beaucoup plus propre jusqu'à Saint-Louis. Et après Saint-Louis, il devient plus industriel et plus agriculturel avec des pesticides et tout ce qu'on jette dans le fleuve. Et il y a des panneaux au nord de Memphis, dans le Tennessee, disant ne pas manger les poissons de ce fleuve. Donc c'est plus propre en partie et pas du tout dans une autre partie. Et au travers de cette exploration, enfin pas cette exploration, au travers de cette descente, il va y avoir beaucoup de rencontres. Les rencontres sont des instants, un vieux pêcheur qui est là, il y a des jeunes qui sont là, qui ont d'ailleurs, dont une des jeunes femmes qui est là, a votre livre, le précédent, qui va retomber plusieurs fois d'ailleurs dans le livre. Ces rencontres, vous en parlez très bien. À un moment, vous dites elles étaient insignifiantes et c'était parce qu'elles étaient insignifiantes qu'elles étaient importantes, en fait. Et je vais donner un petit plug pour mon livre Jupiter et moi. J'adore. Un excellent Livre. mémoire de mon père. Et je voulais faire ce livre parce que c'était un homme absolument banal. Il n'a rien fait de grandiose dans sa vie. Il était extraordinaire dans son ordinarité. Et je pense que dans les rencontres ordinaires, insignifiantes que j'ai eues sur le Mississippi, je trouve l'extraordinarité des gens ordinaires. Et ça, c'était le plus important pour moi. Ce voyage où j'étais avec des gens improvistes, non, comme ça, que je croise sans être prévu. Et des rencontres que j'ai eues, et c'était extraordinaire. Et les deux qui me marquaient peut-être le plus, c'était un groupe de jeunes que j'ai eu qui étaient en train de faire une sorte de descente de quelques kilomètres du Mississippi dans un groupe. Ils n'ont jamais mis leurs pieds dans un canoë avant. C'était un moment pour découvrir la nature. Des gens, effectivement, de couleur, des adolescents de couleur. Ils n'ont pas du tout une relation avec la nature, et surtout pas avec le fleuve. Et je voulais raconter à eux à quel point le fleuve, le pays, la nation et tout appartiennent à nous tous, pas seulement les Blancs, parce qu'ils pensaient que le fleuve appartient plutôt aux Blancs qui font les choses comme ça tout le temps. Et la deuxième rencontre, peut-être le plus important dans tous les deux histoires, c'est une soir où j'arrive dans un petit bled dans l'état de Iowa, en pleine nuit. Tout était fermé, une seule lumière dans la ville, c'était
un ex-hôtel, un hôtel qui était fermé pour la saison. Une vieille dame, blanche, dans la cuisine. Je frappe à la porte, elle ouvre la porte, et la première chose qui sortait de ma bouche, qu'est-ce qu'on mange? Elle répondait comme si elle s'attendait à un grand noir sortir du fleuve tous les jours. Je suis en train de faire une soupe. Elle a ouvert, l'hôtel était fermé pour la saison, elle a ouvert une chambre pour moi, elle a descendu le tarif tout seul, elle m'a offert la soupe, petit-déj le lendemain matin, du popcorn, du coca et tout le reste. Une petite, blanche, vieille, sans peur. Et quand on voit à la télé, dans les infos, les réactions souvent des Blancs contre les Noirs, la peur qu'ils ont, et cette vieille dame, insignifiante, qui était absolument extraordinaire dans son comportement et sa réception, son accueil avec moi. Alors d'ailleurs, la peur est un thème que vous abordez effectivement, notamment au travers de la transmission de votre père, mais la peur elle-même, comme vous l'expliquez très bien avec cet événement, n'est pas présente dans le récit. Pas présent parce que j'ai pas peur de rien. Il est grand quand même, hein, il est fort. Oui, quelqu'un a dit hier que les gens ont plus de peur de moi que je. C'est la soupe, ça. Mais il faut dire que j'avais deux parents, un père qui était noir, qui a grandi dans les États-Unis dans les années les plus dures pour les Noirs. Donc il avait un peu de peur dans son âme. Ma mère, aussi noire, mais issue d'une famille de mafiosi, elle avait beaucoup plus de fric, elle n'avait peur de absolument rien. Donc j'avais les deux influences, la peur, fais attention à ce que tu fais, et l'autre qui disait, si tu veux faire, allez-y, fais-le. Et ça, c'était plutôt ma mère, l'influence de ma mère qui s'est imprégnée dans ma tête. Merci beaucoup, Eddy. Merci, Eddy. Et donc, voilà, c'est un grand voyage minuscule, puisqu'on a un homme sur un canoë. C'est un grand récit d'aventure. Alors, on n'a pas parlé des formidables carpes d'Asie, avec beaucoup de scènes assez mémorables, et en même temps, un très joli livre sur l'Amérique, sur l'autre côté de l'Amérique, qui, sans jamais être pédagogique, on découvre, effectivement, on s'interroge sur beaucoup de choses. La nation indienne, forcément le rapport au racisme endémique aux États-Unis, l'histoire, il y a les armes, il y a énormément de choses qui sont convoquées dans ce livre que je vous conseille chaleureusement. Et dont la dernière phrase est « Je suis un bon camarade, du moins j'essaie de l'être pour le meilleur et pour le pire ». Et moi je préfère les « Je suis l'offrande du fleuve ». Mais bon. Alors nous allons passer à Jonathan Franzen pour Crossroads aux éditions de l'Olivier. Alors, voilà, je ne vais pas représenter Jonathan Franzen, un des grands écrivains américains du siècle dernier et du siècle actuel, et qui nous revient avec le Crossroads, qui est une vraie nouveauté, puisqu'il est sorti avant-hier, dans toutes les bonnes librairies parisiennes, j'allais dire, mon Dieu, de France. Oui, quand même. Oh, il y en a en Bretagne, hein. Alors, Crossroads, c'est quoi? Crossroads, on va partir en 1971, à la fin de l'année 1971, pas très loin de Chicago, à New Prospect, et on va découvrir la famille Lindenbrandt avec Russ. Russ, c'est le père. Russ, il est pasteur. Il est marié à Marion, qui est femme au foyer, et ils ont 4 enfants. Il y a Clem, il y a Becky, il y a Perry et il y a Judson. Les 4 enfants, donc le premier est à la fac, le dernier est encore un petit. Voilà. Et au moment où le livre commence, le moins qu'on puisse dire, c'est que Russ, il ne traverse pas une bonne passe. D'abord, il s'est plus ou moins persuadé qu'il est tombé amoureux d'une de ses paroissiennes, et ce qui lui pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes sur la suite des opérations. Et à la paroisse, ça ne se passe pas non plus très bien, parce que suite à une espèce de petit affrontement entre lui et différents membres de la communauté, il a été mis un peu au banc des jeunes de sa paroisse, et les jeunes représentent quand même une grosse partie de cette paroisse. Donc il est dans une période d'extrême tension, on va dire, et cette tension forcément va s'infiltrer dans cette famille qui,
d'apparence, semble plutôt assez parfaite. Bien évidemment, rien de tout cela ne va tenir très longtemps. Alors, il y a le cadre qui est cette famille, il y a l'époque, les années 70, il y a énormément de grands sujets qui sont abordés dans Crossroads. Qu'est-ce qui a été l'étincelle de départ? Thank you all for being here. And it's great to be up here with Kathleen and Eddie. I feel right at home. The only time I ever skipped school, this tells you what a nerdy 8th grader I was to watch the launch of Apollo 14 with my friend Danny. It was like, that was when I broke the rules because I had to see that launch. It's funny, I'm so sorry, can No, I go ahead, comment? yeah, no, please, this is a panel, for God's sake. I know. I read so many accounts of boys who were about to be deployed to Vietnam, and their mother's cars were idling in the driveway while they sat watching. So I'm happy to hear that it moved you, it moved me too. And Eddie, tout d'abord, yeah, go ahead, go ahead. Pause, please. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence ici. Je voudrais vous dire à quel point je suis heureux d'être avec Kathleen et Eddie sur ce plateau, sur cette table ronde, et je me sens à la maison. Je voudrais vous raconter aussi que, pour vous dire à quel point j'étais un peu coinsos quand j'étais jeune, la seule fois où je ne suis pas allé à l'école, où j'ai séché les cours, c'était pour voir l'alunissage d'Apollo 14. C'est la seule fois où j'ai enfreint les règles. Alors j'aimerais intervenir, dit Kathleen. Ça me fait vraiment plaisir que vous disiez ça, parce que j'ai lu tant de récits de jeunes hommes qui allaient être envoyés au Vietnam, et j'ai des images comme par exemple la voiture de la maman dont le moteur tournait et qui regardait le départ du fils. And Eddie, I grew up in St. Louis too. Saw the very wide, brown Mississippi there. My father was born on the banks of the Mississippi in northern Minnesota, where you can almost jump across it. And I think like your father, my father was fearful. And actually he was afraid of black people because he'd grown up in this Swedish community in the north and really didn't encounter difference until he was a grown man, and kind of never got over that. But I'd really almost rather just sit here and listen to you telling stories for the rest of this panel. But I will get to the novel. En fait, Eddie, vous savez que moi aussi, je suis de Saint-Louis, aux États-Unis, près du fleuve brun, le Mississippi. Mon père, lui aussi, mais il venait du Minnesota. Et il a été élevé dans une communauté entourée de Suédois, et il craignait les Noirs. Et puis je suis là, assis à vous écouter, et je pense que ça aurait été fantastique de passer toute cette table ronde à vous écouter raconter ce que vous avez dit. So the spark for this novel was a guy I met in his 70s, scientist, crusading both for the environment and also for the people in a Latin American country who were part of that environment, a real crusader. And in the course of several days with him, he mentioned, I come from a family of Mennonite missionaries. And it's like, it was so striking, and he's a hardcore scientist, rationalist, but he was behaving like a Mennonite missionary. There he was in a distant country preaching a different gospel, but it was still the same energy. Bon, je vais quand même répondre à votre question, on va y arriver. Voilà. Le point de départ, c'est que j'ai rencontré un type qui avait un septuagénaire scientifique et écolo et qui travaillait aussi
avec dans sa ligne de mire les minorités, mais il se comportait comme un véritable croisé. Et il m'a dit, je suis issu d'une communauté ménonite, il expliquera plus tard. Mais il se comportait comme un scientifique pur et dur. Un scientifique pur et dur, mais il se comportait aussi comme s'il avait été en mission dans un autre environnement, en train de prêcher un autre évangile. And yes, Mennonites are extreme, very isolated Christian communities that attempt to live like Jesus' disciples did, and after Jesus died. They were driven out of Europe substantially and settled in various parts of Russia, South America, North America. Il faudrait que je dise un mot sur ce que sont les Ménonites, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une secte chrétienne extrêmement rigoriste qui tente de vivre et de se comporter comme les disciples du Christ au lendemain de sa mort. Et ces gens ont été expulsés d'Europe et se sont retrouvés dans divers pays, soit à l'est de l'Europe, en Russie, et soit beaucoup qui ont pu émigrer aux États-Unis. Michelle told me yesterday that I should explain to a French audience what a church is. Mon interprète m'a dit hier que je me dois d'expliquer au public français ce que signifient les mots « église ». I shouldn't assume you know. Anyway, I wanted to imagine this guy as a young man, and really the only facts I had were that his father and his grandfather were preachers, were ministers, and that was the spark. And to put him as a young man, I had to go back 50 years, and that landed me in the interesting period of the early 70s. En fait, j'ai dû, pour pouvoir commencer ce livre, imaginer cette personne, ce septuagénaire, je devais l'imaginer jeune. Et comme point de départ, je ne savais que très peu de choses. Je savais simplement que son père et son grand-père avaient été des prêcheurs, c'est-à-dire qu'ils avaient été des pasteurs de leur communauté ménonite. Et donc ça me ramenait aux années 1970. Donc, alors, si vous avez déjà lu Jonathan Franzen, Crossroads est totalement dans la continuité des différentes œuvres, avec toujours cette fascination sur la famille, notamment. Il y a quelque chose quand on vous demande qu'est-ce qu'un roman-monde. Moi, quand on me demande ce que c'est un roman-monde, je pense, au Seigneur des Anneaux, à Dune, à Vie et Destin, Guerre et Paix, ce genre de choses. Et Jonathan Franzen fait des romans-mondes avec Russ, Marion et leurs enfants. Et ça, je trouve ça totalement fascinant, puisque le livre repose vraiment sur cette famille. Chaque chapitre, nous allons changer de personnage à chaque fois. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce cadre familial que vous aimez particulièrement ? Little things are at stake. I like little things because if someone pursues them very intently, this actually connects a little bit to what Eddie said about the extraordinariness of trivial people. You are taking that person seriously. It may not mean much in the big scheme of the world, but it means very much to the character, that desire they have. And at the same time, we can't help thinking it's silly, it's ridiculous that they're so intent on getting this very small thing that doesn't matter to anyone else. And whenever I reach that point where I can see something funny in it, something ridiculous, then I can start writing. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Eh ben, ce sont les petites choses. J'aime effectivement regarder, considérer, décrire les toutes petites choses. Et effectivement, ces gens poursuivent de façon extrêmement intense des choses qui nous semblent bêtes. Et en fait, comme Eddie l'a dit précédemment,
Lui, ce qui l'a frappé, c'est le côté extraordinaire des gens qu'il a rencontrés, des gens parfaitement, des choses banales. Mais quand vous prenez au sérieux quelque chose d'extrêmement trivial, d'extrêmement banal, ce sont des choses qui effectivement ne signifient rien pour le reste du monde, mais qui sont de la plus haute importance pour l'individu lui-même. Et c'est vrai, à partir d'un certain moment, vous pouvez considérer qu'il s'agit de choses qui peuvent paraître stupides, et puis à partir d'un certain moment, j'arrive à me rendre compte que c'est parfois drôle, ridicule, et c'est là que je commence à écrire. Alors bon, vous imaginez, le livre est un beau gros bébé, il y a énormément de choses qui sont abordées, à commencer par effectivement la religion, qui est un des thèmes essentiels du livre, sur un livre qui n'est pas du tout religieux. C'est effectivement ça, moi j'ai pas du tout ressenti ce livre comme religieux, et j'étais absolument fasciné par cette plongée dans d'une religion qu'on ne connaît pas beaucoup, en fait, effectivement ici, hein, l'histoire de la définition de l'Église est une bonne définition à faire pour nous. Il y a énormément de choses. Je voulais juste terminer en parlant forcément de ces années 70 qui sont essentielles dans le livre. Ces années 70, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Qu'est-ce qu'elles vous donnent aujourd'hui avec Crossroads? Well, there could be a long answer to that. I was witness to a lot of things because I was a late child in the family. I had these giant personalities in my mother, my father, my two brothers, and I was left alone. I read a lot of books, and I watched, and there was a lot of conflict, specifically in the late 60s and early 70s. It was a time of conflict between my parents, but it was especially a conflict between them and my brothers. And I didn't like conflict, so I tried to avoid it myself. But at the heart of the conflict was some of the political transformation of the country. One of my brothers was very radical, not to the extent of Weather Underground, but still of that spirit. They didn't fight about the war, the Vietnam War, because we were a pacifist family, but everything else, including civil rights, was, there would be these violent arguments when my brothers would come home. And so it was really my first introduction to the larger issues of America, what my brothers and my father, mostly, were fighting about at the dinner table. My mother would be like, "Oh, do we have to fight? Do we have to fight?" But yeah. Rings a bell. Yes. Bon, à votre question, je pourrais faire une réponse très longue. Mais bon, je vais m'en tenir à ça. Enfant, j'étais un enfant tardif, c'est-à-dire le dernier né d'une famille. J'ai été le témoin de beaucoup de choses. Et donc, étant un enfant tardif, j'étais entouré de géants, mes parents et mes deux frères aînés. Et donc, je me suis retrouvé souvent seul. Je lisais beaucoup, je regardais beaucoup. Et ce que je voyais, c'était aussi des conflits au sein de la famille. Dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, il y avait des disputes, en fait, entre mes parents. Il y avait des disputes aussi entre mes parents et mes frères. Et moi, je n'aimais pas les disputes. Qu'est-ce qu'il y avait au cœur de ces disputes? Eh bien, c'était la transformation politique des États-Unis à l'époque. Et mes frères allaient vers l'extrémisme politique, sans aller jusqu'au Weather Underground, qui a été décrit précédemment par Kathleen. She brought Weather Underground. Mais c'est elle qui a dit Weather Underground. Et en fait, ma famille, on discutait et on se disputait au sujet des grands sujets qui agitaient les États-Unis à l'époque, mais on se disputait pas tellement au sujet de la guerre du Vietnam, parce que je faisais partie d'une famille pacifiste, mais
on se disputait surtout autour de ce qui était à l'époque les problèmes de l'Amérique, c'est-à-dire les droits civiques. Et à la table du dîner, ma maman tentait de calmer les esprits, toujours, en se demandant s'il fallait vraiment se disputer pendant le dîner. Ça ressemble un petit peu au petit Judson de l'histoire. Alors, toi, tu dis que la religion, tu n'as pas senti... Quand même, cette famille, elle est imprégnée, et l'histoire est imprégnée de cette religion. Totalement. C'est un des grands thèmes. Forcément, le père est effectivement donc pasteur, ce qui est déjà un terme un peu... on n'est pas habitué, effectivement, à ce terme, surtout avec cette église, avec cette communauté. On va plonger dans cette communauté. La mère est aussi très religieuse et ils sont entourés de beaucoup de personnes qui sont religieuses. Mais voilà, j'ai vraiment moi, le sentiment que ce roman n'est pas du tout religieux, même si la religion... Non, je suis d'accord. Mais... Intéressant de demander s'il a voulu qu'il soit religieux ou pas à Jonathan Franzen. I know about these French unstated questions. Well, it is and it isn't. You read Dostoevsky, and he's actually he's arguing for religion. In that sense, he's making religious art. I don't do religious art because I don't believe in God or miracles or things like that. So I wanted to present some characters for whom God is important. It's really as simple as that. And also to return to the source of some of my own fundamental values. My fundamental values as a writer really were shaped very much by my involvement in a Christian youth fellowship in the 1970s. Full stop. Je vais donc, parce que je connais très bien les Français et les intervieweurs français qui ne posent pas de questions, et donc je vais répondre à la question qui ne m'a pas été posée. Est-ce que c'est un livre sur la religion, un livre religieux? C'est et ce n'est pas. En fait, Dostoïevski, lui, a écrit un bouquin, et quand il écrit, il est en faveur clairement de la religion. Pas moi. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au miracle. Mais je voulais absolument revenir aux valeurs fondamentales qui m'ont formé, moi, en tant qu'écrivain. Et ce sont des valeurs qui m'ont été données lorsque je faisais partie de ces groupes de jeunesse au sein de la paroisse. Il y a énormément de choses à dire, vous l'aurez compris. On pourra effectivement parler de la drogue, qui est un autre sujet important du livre. La contre-culture. Alors la contre-culture au prisme de la paroisse. Autant vous dire qu'on c'est pas vraiment Bob Dylan. Et c'est très rigolo. Et d'ailleurs, la couverture américaine, si vous regardez la couverture américaine, vous avez ces deux jeunes. Il y en a un qui a une guitare. Ils sont mignons tout plein. On dirait beaucoup plus les Carpenters qu'un groupe de death metal. Et voilà. No, he was playing Delta blues on that guitar. Non, en fait, il jouait les blues du Delta du Mississippi. Donc ça n'a rien à voir avec le métal. Look at the chord he's forming. That's not a carpenter's chord. Il faut regarder les doigts et l'accord qui est fait sur le manche de la guitare, c'est pas un accord des Carpenters. Merci beaucoup, Jonathan. Merci et pour cette belle lisez rencontre. Crossroads. Alors, magnifique. 3 livres superbes. Donc, Crossroads, qui est paru aux éditions L'Olivier en septembre 22 et qui est traduit par Olivier de Paris. Le livre de Kathleen Alcott, qui s'intitule L'autre découverte de l'Amérique, paru chez Stock en janvier 22, est traduit par Christine Laferrière. Et puis celui d'Eddie Arist, traduit par traduit par Pascal-Marie Deschamps. Et la traduction est excellente. Il peut en juger en plus, c'est ça. Ça ne doit pas être facile pour les traducteurs, à mon avis. Paru chez Liana Levy en septembre 21, donc Mississippi dans la peau. Alors merci à vous trois d'être venus sur notre plateau et merci beaucoup à Michel Zlotowski et à Arnaud Prêtre pour les traductions. Merci et la rencontre se poursuit dans les livres. Merci.
Ils vont aller signer leur livre.